Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Elle dit son bonheur immense d'être rentrée en France. Florence Cassé, accueillie en héroïne à son retour du Mexique. Il n'y a pas de majorité sénatoriale. Le patron du groupe PS tire les leçons de l'opposition communiste. Mais François Rebsamen lui-même dit toujours non à la fin du cumul des mandats voulu par François Hollande. Du populisme, dit-il même. Autour des partisans du mariage gay de défilé à Paris, ce sera dimanche. Débat entre les pour et les contre dans le 19h. À 5 jours de l'examen du texte au Parlement, avec nous notamment tout à l'heure l'écologiste Esther Benbassa, Tugdual Derville, très contre, et puis Stéphane Corbin de la fédération LGBT, très pour lui. La rage de prouver mon innocence, ce fut avec le soutien de sa famille, de son comité qui l'a épaulé durant toutes ces années, le moyen pour elle de tenir. Florence Cassé a donc retrouvé les siens après l'annulation par la Cour suprême du Mexique hier soir de sa condamnation pour des enlèvements qu'elle a toujours niés. Récit de cette belle journée, Marie Brémaud. C'est le sourire aux lèvres que Florence Cassé foule pour la première fois depuis 7 ans le sol français. Des pas qui mettent fin à un cauchemar judiciaire au Mexique et à son emprisonnement. Merci à tous, je suis très contente, beaucoup d'émotions. Tout est allé si vite. En 24 heures à peine, la décision de la Cour suprême reconnaît la violation de ses droits fondamentaux, la libération immédiate et le retour en France. Florence Cassé a encore du mal à y croire. Je crois que même là, j'y crois pas encore. Ah, si, en fait. Je te confirme que c'est fini. Pour l'accueillir, ses proches, bien sûr, beaucoup de journalistes, le ministre des Affaires étrangères. Florence Cassé reconnaissante envers la République française qui l'a soutenue et l'action de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Merci pour leur soutien qui a été pour moi vital. À un moment où, je me souviens, Nicolas Sarkozy, quand il a pris position pour mon dossier, c'était un moment vital. Il m'a sauvé la vie parce que c'est vrai que j'ai passé par des moments très compliqués où j'arrivais à me lever le matin et me dire j'ai plus envie de me battre, je suis fatiguée, j'ai plus envie. Mais dans ces moments-là, il est arrivé Nicolas Sarkozy, ensuite François Hollande, donc je leur dois beaucoup. Aïe. Libre, enfin, elle n'a jamais cessé de clamer son innocence. À 38 ans, elle souhaite reprendre au plus vite le cours de sa vie, à commencer par trouver un emploi. Une polémique s'est développée aujourd'hui sur les mérites comparés des méthodes Hollande ou Sarkozy, la discrétion du premier étant opposée au volontarisme du second. Face au casse-tête de la taxe de 75% sur les très hauts revenus, une des promesses de la campagne, l'Élysée va-t-il renoncer? L'annulation de la mesure par le Conseil constitutionnel rend difficile la création d'un autre prélèvement de nature confiscatoire. Et la volonté serait aussi, toujours à l'Élysée, de tourner la page d'une polémique pénalisante en termes d'image pour la France dans les milieux économiques. Mais Jean-Marc Ayrault, sur Public Sénat, maintient l'idée d'une plus forte contribution des plus riches. On écoute le Premier ministre. Le Conseil constitutionnel, c'est très clair, a fixé une doctrine qui est la sienne. Et donc le gouvernement travaille à trouver une solution de remplacement, parce qu'il ne s'agit pas de renoncer, qui soit conforme à la décision du Conseil constitutionnel. C'est à quoi nous travaillons. Des propos recueillis par Michael Zamès. Le Premier ministre, par ailleurs, a annoncé au Sénat cet après-midi qu'il rétablissait l'allocation équivalent retraite qui permet aux chômeurs âgés de faire la jonction entre fin de chômage et retraite, une allocation qui avait été supprimée il y a 2 ans. Plusieurs milliers de seniors sont concernés. Le Sénat en quête de majorité. Le président du groupe PS, François Rebsamen, invite chacun à regarder les choses en face. Il le dit en ces termes. Il n'y a pas de majorité sénatoriale. La preuve a été apportée lors des multiples rejets de textes d'importance en raison de l'opposition communiste. Lors de ses vœux à la presse, François Rebsamen a redit avec force qu'il restait, lui, fermement opposé au non-cumul des mandats par les sénateurs. Fabrice Cunet. Il n'y a pas de majorité au Sénat. Ces mots sont ceux du président du groupe socialiste, bien obligé de se rendre à l'évidence en présentant ses vœux aujourd'hui, après une demi-douzaine de textes retoqués faute de soutien des élus verts et communistes.
Alors François Rebsamen a renouvelé son appel à la raison. Là aujourd'hui on est plutôt sur le ni soutien ni participation. C'est pour cela que j'ai appelé la gauche à se rassembler. Je crois toujours que seul le rassemblement de la gauche permettra de faire avancer les choses sans céder bien sûr à la démagogie. Mais même au sein du groupe socialiste, le soutien inconditionnel au gouvernement a ses limites, ou plutôt une exception. Pas question d'accepter la règle du non-cumul des mandats. Le cumul serait une spécificité indispensable pour les sénateurs. D'ailleurs, pour qui lit François Hollande dans le texte, il a dit, parce que c'est sa conviction, si le Parlement en décide. Et donc, c'est le fonctionnement normal de nos institutions. Le gouvernement présente des projets de loi et le Parlement les amende, les améliore, les modifie. Voilà, et sur ce point, uniquement sur ce point, je souhaite que ce texte soit amendé pour les sénateurs. François Hollande l'a répété, le texte concernera l'ensemble des parlementaires. Le risque d'un bras de fer entre le Sénat et le gouvernement est bien réel. Les deux parties ont 6 mois pour trouver un terrain d'entente, le texte devant être étudié au plus tard en juillet. Les peurs des Français s'accentuent. 1 sur 2 considère que le déclin de la France est inéluctable, selon une enquête Ipsos qui révèle également une crainte de plus en plus forte de la mondialisation et puis le sentiment qu'il y a trop d'étrangers en France. Un besoin d'autorité s'exprime également très fortement. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères seront auditionnés désormais chaque semaine au Parlement sur l'intervention en cours au Mali, où des positions islamistes ont été bombardées la nuit dernière. La région de Gao, dans le nord du pays, a été prise pour cible par les chasseurs français. 2 semaines après le début de la guerre, une dissidence est apparue dans le groupe islamiste Ansar Dine en prônant une solution pacifique donc pour ces dissidents. Explication de Véronique Pagnon. Directement issus de l'organisation armée Ansar Dine, les partisans du nouveau mouvement islamique Azawad se disent pacifistes. Ils demandent aux armées maliennes et françaises l'arrêt des hostilités. Ce matin, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a été auditionné à huis clos au Sénat par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Il a bien évidemment été question de ce nouveau mouvement. Le sénateur UMP Christian Cambon était présent aux côtés du ministre. Pour lui, cette proposition pacifiste est à prendre avec la plus grande prudence. Ce groupe est habitué à ce genre de volte-face. C'est un groupe qui est identifié pour avoir subi des pertes très lourdes et qui peut utiliser cette manœuvre pour se regrouper, pour reprendre des forces et attirer les forces françaises dans des pièges qui seraient évidemment très dangereux. Jean-Pierre Chevènement, lui aussi, est membre de cette commission. Il reste prudent et confiant. À terme, il se pourrait que la dissolution du mouvement Ansar Dine profite à la situation au Sahel. Le plus intéressant, c'est de voir comment un certain nombre d'éléments d'Ansar Dine pourraient être amenés à rejoindre le MNLA dans son effort pour, au fond, limiter la guerre au nord. Et ce matin, le ministre de la Défense et les sénateurs ont bien sûr évoqué la feuille de route que devra adopter le gouvernement malien dans les jours à venir. Sur le terrain, pour les soldats, la situation se complique au fur et à mesure qu'ils progressent vers le nord, une zone de plus en plus vaste et de plus en plus difficile à contrôler. On sait que dans cette partie du pays, les troupes ennemies sont dotées d'un matériel performant et que la population est plus sensible à la cause islamiste. Perquisition chez Bernard Tapie et Stéphane Richard, le patron d'Orange, ancien directeur de cabinet au ministère de l'économie, dans l'enquête sur l'arbitrage qui avait été rendu sur la vente d'Adidas au Crédit Lyonnais. Cet arbitrage avait permis à Bernard Tapie d'obtenir quelques 400 millions d'euros. Le débat parlementaire sur le mariage gay approche. Chaque camp tente de se faire entendre. Les pros riposteront aux Antilles dans la rue. Ce sera dimanche lors d'une manifestation nationale dans la capitale. Donc leur objectif, réunir au moins autant de monde que lors du défilé bleu-blanc-rose du 13 janvier dernier. L'UMP, hostile au projet, a organisé aujourd'hui un débat au cours duquel le député Franck Riester s'est retrouvé seul contre tous. Députés et sénateurs de l'opposition ont créé une entente parlementaire. Flora Sauvage. Salle comble ce matin à la convention de l'UMP sur la famille. Ce rendez-vous s'est transformé en tribune pour les opposants au mariage pour tous. À quelques jours du débat au Parlement, les Antilles fourbissent leurs armes. Jean-François Copé, le patron de l'UMP, a invité des opposants au projet de loi à débattre. J'ai beaucoup regretté que finalement le gouvernement enterre ce débat quelque part en considérant que ceux qui étaient pour le
la loi sur le mariage homosexuel et l'adoption était réputée moderne, alors que ceux qui seraient contre seraient réputés archéaux. Je suis très malheureux de cela parce que c'est un sujet difficile qui touche à l'intime, à la sensibilité. Ici, les partisans au projet de loi du gouvernement sont l'exception. Pour la majeure partie des intervenants, comme pour l'ex-chef de file de la droite parlementaire opposée au Pax, le mariage pour tous est une aberration. Aujourd'hui, on est très sensible au problème de l'écologie. Moi, je pense que le mariage homosexuel, c'est un mariage OGM. Et on doit avoir un minimum de précaution vis-à-vis des OGM. Et pour l'homme en particulier. Députés et sénateurs de droite préparent la bataille au Parlement et les opposants au projet de loi sont de plus en plus virulents. On voit bien qu'en France, ce texte est en train de fracturer la société française. Il y a eu une méga manifestation le 13 janvier. Pour ce qui nous concerne, nous nous organisons. Nous avons créé une entente parlementaire, députés et sénateurs. Nous sommes désormais 217. Il y a plus de 80 sénateurs qui ont souhaité adhérer à cette entente parlementaire. Malgré la mobilisation des anti-mariages pour tous, la droite sait que le combat est perdu d'avance, car François Hollande l'a dit, il n'y aura pas de référendum. Nos invités, donc Esther Benbassa, sénatrice écologiste du Val-de-Marne, bonsoir. Bonsoir. Pour ce débat qui ne concerne pas les OGM, hein, nous sommes bien d'accord. Non, je ne suis pas venue pour. Nous allons parler du mariage gay. Avec nous et en face de vous, Tugdual Derville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué général d'Alliance Vita et très heureux du succès de votre manifestation qu'on a évoquée à l'instant, celle du 13 janvier dernier. Et puis avec nous également Stéphane Corbin, qui est le porte-parole de la fédération LGBT, lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Merci à tous les trois d'être là. Alors avant la manifestation de dimanche, vous y serez bien sûr tous les deux, Évidemment. pour soutenir ce projet de mariage pour tous. Eh bien, il y aura demain à l'Élysée l'audience des opposants par François Hollande. Est-ce que vous vous en serez, Monsieur Derville? C'est pas sûr, on est en train de travailler sur notre délégation. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il était temps que le président de la République, qui est celui de tous les Français, au fond, reçoivent les représentants d'un mouvement qui, je crois, a surpris énormément par son ampleur. Qu'est-ce qui vous fait hésiter, vous Hésiter de répondre personnellement à cette invitation de l'Élysée? Ah non, c'est qu'on discute entre nous de la délégation, oui, mais bon. c'est pas On dit que votre alter ego féminin, Frigide Barjot, y sera, elle. Hein? Oui, certainement. Oui, elle, oui. Oui. Mais moi, c'est une question, on ne peut pas être très nombreux, donc on va se répartir les rôles. Mais... Vous êtes content de cette invitation à l'Élysée? On est, je dirais, rassurés pour les membres qui ont mobilisé, les manifestants qui sont extrêmement nombreux à s'être mobilisés. Par contre, c'est vrai que si d'avance le président de la République a fait la réponse qu'il a faite, c'est que peut-être qu'il ne va pas nous écouter, nous entendre. Nous souhaitons, nous, qu'ils nous entendent et qu'ils entendent surtout la voix qui est montée du peuple. C'est vrai qu'une voix, un mouvement absolument inédit par son ampleur est monté. Et au fond, je ne serai pas long, mais ce qui s'est passé au plus profond, c'est que les personnes sont venues défendre non pas leur liberté, non pas un intérêt personnel, non pas lutter contre les droits d'autres personnes. Ils sont venus défendre un repère précieux. Vous êtes venus lutter contre les droits au mariage des autres. Non, bah oui, contre l'égalité des droits, monsieur. Non, justement pas. C'est peut-être le grand malentendu, parce que vous croyez que tant de personnes viendraient contre d'autres. Alors attendez, je voulais qu'on reste un peu. J'en aurais terminé, mais je voulais qu'on reste sur l'Élysée demain. Juste pour la préservation politique aussi, pour les générations futures du repère de l'engendrement. Attendez, Esther Benbassa, vous estimez légitime que le chef de l'État reçoive les opposants quand même demain? Pourquoi pas? Je trouve légitime, mais on ne va pas me dire que ces gens se sont mobilisés tout seuls, sans être manipulés par les partis de droite, pour qui c'est une cause. Bon, écoutez, monsieur, si on avait écouté tous ceux qui étaient opposés au divorce, à l'IVG, eh ben, la France aurait eu une autre tête, à savoir qu'on aurait été en retard par rapport à tous les pays européens. Heureusement qu'on ne vous a pas écouté et vous étiez très nombreux. Alors Stéphane Corbin, est-ce que votre objectif dimanche est de mobiliser autant de monde que lors de ce défilé, donc des anti-mariages gays? Je vais vous répondre, mais auparavant sur la question de la réception du mariage, de l'équipe du mariage pour tous par François Hollande, évidemment, il peut y avoir une réception par des conseillers. Que le président décide de recevoir les personnes, c'est son droit le plus absolu, mais pour nous, il y a une provocation à 24 heures ou 48 heures de la manifestation des pros. Provocation du chef de l'État? Quelque part, oui, puisque systématiquement, si vous regardez bien toute l'histoire du mouvement, systématiquement, il y a eu de la part de l'Élysée et du gouvernement des bonnes nouvelles données aux
aux Antilles comme s'il fallait pouvoir leur donner quelque chose qui les calme un tout petit peu. Nous allons être dans la rue le 27. La question du chiffre, aujourd'hui, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous avez moins de moyens, par exemple, parce qu'on se souvient j'y arrive, que des TGV avaient été réservés des cars, des moyens considérables pour la manifestation du train. Les manifestants ont payé de leur propre poche tous leurs moyens de transport. Oui, mais enfin, les moyens des manifestants, c'est ce qu'il faut. Ça avait été très organisé. Non, mais nier la motivation extrêmement profonde des manifestants qui sont venus dépenser de leur argent. La motivation. Dans un pays laïque comme la France, on n'a pas demandé un mariage religieux. Est-ce que vous pouvez entendre la réponse? Je vous ai entendu et j'ai surtout entendu vos slogans qui étaient de notre âge. Monsieur Derville, je voulais dire que l'intendance... Je ne sais pas si je peux exprimer la raison de la mobilisation. C'est quoi la raison? Monsieur Derville. La raison de la mobilisation, c'est que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, vous comme moi. Et ce repère de l'engendrement, extrêmement précieux, qui vient de la nuit des temps, qui est un repère, c'est vrai, au fond écologique, eh bien ce repère-là, nous voulons qu'il puisse être transmis aux générations futures. Monsieur Derville. On n'oblige pas tout le monde à être homosexuel. Ce n'est pas la question de l'homosexualité qui est en jeu. Monsieur Derville, Monsieur Derville, je voulais dire que l'intendance ne semblait pas suivre le camp des partisans du mariage pour tous, comme elle a été très bonne pour votre organisation. Nous ne le souhaitons absolument pas, pour une raison très simple, et je vais vous l'expliquer en 2 mots. On a entendu dans les arguments, ce n'est pas une priorité cette question du mariage pour tous, qu'on appelle à tort mariage homosexuel parce que nous ne voulons pas quelque chose de communautariste, nous voulons quelque chose d'universaliste au contraire. Et on nous disait, mais il y a la crise, c'est un temps de crise, donc effectivement on ne peut pas avoir cette priorité-là. Moi, quand j'entends des budgets autour d'1 million, quelles que soient les personnes qui payent, je dis que voilà 1 million d'euros dépensés dans des pancartes, dans des fanions, ainsi de suite, que nous ne mettrons pas et que nous refusons de mettre. On va vous comparer dimanche soir. On va comparer la mobilisation. D'abord, c'est pas le budget, ça fait moins d'1 euro par manifestant et c'est eux qui payent. La mobilisation, moins d'1 euro par manifestant, ce n'est rien par rapport au coût du transport qu'ils ont payé eux-mêmes, car et train. Comme les nôtres et comme nos partisans. Et la mobilisation de dimanche, ce n'est pas au nombre de personnes, parce que nous savons déjà que c'est toujours plus compliqué de mobiliser les pour, parce que ce sont les anti. Et contrairement à ce que dit M. Derville, qui est peut-être sincère sur cette question de repère, moi j'entends quand même une UMP solidaire avec l'Église catholique ou ses représentants à travers les associations dites non confessionnelles, mais qui le sont, et en même temps avec le Front National. Tout ce monde-là regroupé, et pour une certaine famille républicain, et Plus Gai sans mariage, et Homovox, et un certain nombre d'associations, et nos amis qui sont concernés par l'homosexualité. C'est toujours cette idée du naturalisme que vous défendez, et que d'ailleurs vous venez de dire à travers le repère. Alors Madame Boutin nous parle d'OGM. Tout à l'heure, quand vous avez été invité à l'UMP, vous avez fait une comparaison très malheureuse entre les désirs du mariage des personnes homosexuelles et le désir des personnes handicapées mentales. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Si, absolument. Je récuse cet amalgame. Je récuse cet amalgame. Attendez, on n'était pas là. Alors, qu'est-ce que vous avez dit alors? J'ai simplement dit qu'il y avait de nombreuses personnes, effectivement, dans notre pays, et pas seulement les personnes concernées par ce projet, qui souffraient en matière d'engendrement et de désir de se marier. C'est tout ce que monsieur, c'est pas. Moi, je suis hétérosexuelle et j'ai pas d'enfant. Alors, c'est pas. L'engendrement n'est pas le seul objectif de l'union entre un homme et une femme. On peut ne pas engendrer. Pour l'IVG, vous aviez sorti les mêmes choses. Voilà, la multiplication. Et puis, il faut pas tuer un enfant qui est dans un fœtus, qui a une âme. Après, et avant, c'était le divorce. Écoutez, ces arguments sont de notre temps. C'est la France conservatrice que vous avez mobilisée, manipulée par la droite, pour qui c'était le dernier enjeu, parce que la droite n'a plus de programme politique. C'est ou les Arabes, ou les musulmans, les Arabes, et maintenant c'est le mariage pour tous. Ils ont trouvé un alibi politique. Bon, vous n'allez pas nous faire croire, monsieur, vous n'allez pas... Ah oui. Dans vos rangs, il y avait beaucoup de gens de gauche. Il y a des porte-paroles, vous connaissez Laurent Schenk, vous connaissez... Combien il y avait? Écoutez, on ne demande pas aux gens peut-être 0,2%. Écoutez, bien sûr que... C'est pour la gauche que vous dites. Alors, je voudrais qu'on parle des enfants. Parlons des enfants. Parlons des enfants. Alors là, il y a aussi un clivage majeur, puisque ce qui est en jeu, c'est aussi le sort juridique des enfants. Il serait aujourd'hui des dizaines de milliers qui sont élevés dans des familles homoparentales. Donc,
pour une question de protection juridique, ils devraient bénéficier des règles du mariage de leurs parents. Là, il y a, il y a deux oppositions très nettes. Alors, pourquoi vous dites non et pourquoi vous dites oui? Alors, sur les situations existantes qui sont multiples, il n'y a pas seulement celle-là, il y a des familles monoparentales, il y a des familles recomposées, etc. Bien sûr que ces enfants et ceux qui les élèvent doivent bénéficier de protection. Une chose est de soutenir les familles actuelles, quelles que soient les configurations et certaines difficultés qu'il ne faut pas nier, parce que tout ne va pas forcément pour le meilleur des mondes possible dans la vie homoparentale. J'en ai des témoignages assez nombreux. Comme dans chaque famille. Oui, mais c'est pas si simple de ne pas avoir soit de père, soit de mère. C'est pas si simple pour les enfants. Et j'accompagne beaucoup de familles en difficulté. L'absence de complémentarité père-mère est une source de souffrance sociale. Maintenant, la question de ce projet n'est pas tant la protection des familles existantes ou des enfants existants, pour lesquels je suis d'accord. Il faut trouver des solutions. C'est la création délibérée de ces difficultés. Le projet de loi, sauf erreur de ma part, monsieur, vous êtes jésuite, vous ne répondez pas à la question. Répondez à la question. Ce projet de loi prévoit bien. Vous êtes pour ou contre? Ce projet de loi prévoit bien il est contre, que des enfants seront confiés à l'adoption, confiés à deux hommes ou deux femmes. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Ces enfants qui auraient été, c'est bien prévu dans le projet de loi. C'est la raison très forte de notre opposition. Et les familles recomposées, il y a deux mères et deux pères dans les familles recomposées. En général, s'ils sont mis en couple, il n'y a pas de mère et de père, justement. Non. Et bien là aussi, il y aura des beaux-parents et des parents biologiques. Il n'y a pas de oui, bon, alors qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes pour ou contre la PMA? Mais oui, mais on veut vous entendre. Ne nous faites pas discours jésuitiques. Et puis en m'accusant de références que je ne sais pas si vous les connaissez bien. Alors, oui, je les connais bien, monsieur. Très merci. Bien. Alors, et j'en étais où? J'ai été élevée dans les écoles congréganistes. On a compris que vous estimiez que le mariage n'était pas le cadre légitime pour les enfants dans les couples homoparentaux. Non, ce que j'aimerais rappeler quand même, c'est que le texte de loi qui va être discuté à partir du 29 ouvre le mariage, ouvre l'adoption, propose ou du moins d'ouvrir le mariage et l'adoption plénière et simple aux couples de même sexe. Je rappelle que le corpus principal de la filiation, qui est pour les familles hétérosexuelles, n'est pas dans ce texte, ni la procréation médicalement assistée. On nous annonce un texte, un projet de loi pour mars, nous en reparlerons. Moi, j'ai quelques inquiétudes. Parce que Scarlett Bassard est à la pointe de ce combat-là également. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'on entend un discours des antiques qui nous disent « vous demandez un droit particulier, un droit à l'enfant », en nous disant finalement deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas procréer. Et finalement, c'est un droit particulier et un droit à l'enfant. Alors il faut répondre aux Antilles et aux Français qui nous regardent et qui ne sont peut-être pas au courant du droit familial. Eh bien, c'est exactement ce qu'est l'adoption plénière. C'est-à-dire qu'elle coupe l'enfant de ses parents biologiques pour lui donner des parents adoptifs qui sont des parents sociaux. La procréation médicalement assistée, non, justement non. La procréation médicalement assistée crée aussi des parents sociaux. Donc nous disons, à partir du moment où la loi et la bioéthique s'est emmêlée du droit à connaître ses origines ou non, eh bien c'est possible pour les couples de même sexe. Et ce que ça va changer, et je comprends que M. Derville soit inquiet, c'est le regard des autres de la société qui va devoir changer. M. Derville dit que dans ces familles-là, il y a des difficultés spécifiques que rencontrent les enfants. La difficulté qu'ils vont rencontrer, c'est le regard des autres. C'est l'homophobie et la différence. Non, les spécialistes ne montrent rien parce que les travaux sont de... Écoutez, monsieur, je suis professeur à l'université, laissez-moi vous parler des travaux scientifiques. Parce que j'ai lu aussi pas beaucoup de travaux qui montrent que justement, parmi un échantillon de 3000 jeunes aux États-Unis, ils ont montré justement que le fait d'avoir été privé de père du fait d'une homosexualité de la mère, qu'est-ce que ça a donné? Où est-ce que vous avez lu ça? Regardez l'étude de Régnerus. Monsieur vous parle de l'étude de Marc Régnerus, lequel est contesté pour certains, parce que effectivement le financement est proche d'une structure proche elle-même de l'Opus Dei, donc de la force catholique. Comme le reproche nous a été fait sur un certain nombre d'études qui auraient été beaucoup trop proches des militants. Ce que je dois dire sur cette question des enfants, il est évident que les enfants dans les couples homosexuels n'arrivent pas par hasard, ça c'est sûr et certain, et que les couples homosexuels ont une recherche et un questionnement qui est d'autant plus fort qu'ils prévoient éventuellement toutes les difficultés. Et ils s'y adaptent toujours, en général, le mieux. Alors, Esther Benbassa, pour avancer. Les deux solutions, soit les enfants ont été conçus dans le cadre d'une autre union.
et la recomposition. Voilà. Et donc ils n'ont pas deux pères ou deux mères, ils ont un père, une mère, et puis ils ont un compagnon pour le père éventuellement, etc. Oui, ou une alors, compagne pour la mère. Bon, eh bien, ce n'est pas une question à ce moment-là, c'est simplement une famille recomposée et on ne prétend pas à l'enfant qu'il a deux pères ou deux mères, dans beaucoup de situations. Dans d'autres situations, les enfants ont été conçus par des bricolages procréatifs. Là, on peut s'interroger. Est-ce qu'il est légitime Et qu'est-ce que vous faites pour les parents stériles Est-ce qu'il est légitime il est légitime qu'un enfant soit délibérément privé de toute référence paternelle ou maternelle. Moi, je dis avec beaucoup de Français, j'accompagne beaucoup d'enfants, et je sais très bien que la difficulté que les enfants ont lorsqu'ils n'ont pas cette complémentarité. Il faut qu'on dise un mot sur la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes, que vous défendez. Hein, vous voulez aller tout de suite beaucoup plus loin que le gouvernement, vous. Oui, j'avais déposé cette loi le 28 août et je vais continuer à me battre. Et j'ai mis dans ma loi la procréation médicalement assistée et la reconnaissance des enfants nés par GPA, la reconnaissance, à savoir la transcription dans l'état civil. Alors là, c'est un deuxième débat qui nous emmènerait trop loin. Comment vous pouvez accepter que les femmes soient réduites à des objets d'un contrat pour livrer l'enfant? Comment vous pouvez accepter ça? La transcription des enfants nés par GPA sur l'état civil. Je n'ai pas dit que j'ai pour la GPA. D'abord, non mais écoutez, vous me laissez. C'est une chose différente. Et la GPA le réclame. Pierre Berger l'a réclamé dans votre manifestation. Lisez le texte, Monsieur Derville, vous verrez que la gestation pour autrui n'est absolument pas concernée par le débat. Moi, je dis qu'on nous vend ce projet par appartement et que c'est l'immeuble entier qu'il faut regarder, c'est-à-dire ce basculement vers effectivement une procréation artificielle dont je suis effectivement étonné qu'une écologiste ne voit pas le danger. Vous vous êtes inspiré des OGM, là. Non, pas du tout. Ah non, mais franchement, l'écologie ne la réduisait pas. Il parle aussi du réchauffement climatique, je me suis pas trompé. Vous voyez qu'il ne faut pas installer des situations qui seraient irréversibles. Qu'est-ce que vous faites avec les parents stériles qui font appel à la PMA? Mais la différence, madame. C'est la différence, mais la différence, madame, c'est, je ne sais pas si vous avez envie de comprendre, mais pour nous, un enfant ne doit pas être privé d'un père ou d'une mère délibérément. Parents sociaux, voilà. Parents sociaux, il y a des parents sociaux. Vous considérez peut-être que père et mère sont interchangeables, et je crois que les Français ne le considèrent pas. La mère, nous sommes tous enfantés d'une femme. Quand Aksop a interrompu le think tank Terra Nova avec sa banderole, on est lesbienne, on veut du sperme, en tant qu'homme, je dis, je ne veux pas être réduit à des gamètes qui donnent la vie. Coupé de moi, c'était absolument injuste. Ne parlez pas au nom des Français. Ne parlez pas au nom des Français. Vu que 50% des Français sont pour le mariage. Pas pour l'adoption. Ah ben alors pourquoi on se marie? Pour avoir une liste au printemps? Discuter avec dans les les grands magasins. Beaucoup de Français n'ont pas encore compris. Beaucoup de Français n'ont pas encore compris que mariage et adoption étaient articulés. Et 65% des Français, sondage IFOP, considèrent qu'il faut faire droit à un enfant, d'être confié à un homme et une femme. Parce qu'ils ont vécu une rupture douloureuse dans l'adoption. Est-ce qu'il est juste de discriminer un enfant et de lui dire, toi, tu auras deux pères, tu auras deux mères? Et qu'est-ce que vous en faites de l'amour, de l'amour de deux personnes, de l'amour donné aux enfants? Quel débat passionné. Je ne peux plus vous interrompre. Pourquoi nous multiplions sans amour? Je parle des repères, madame. C'est fini. Voilà. Bon. C'est fini, mais on ne va pas vous mettre d'accord, évidemment. Les débats sont passionnés comme ça au Sénat. J'espère bien. Vous êtes là pour les animer, Esther Benbassa. Ah bah oui. On peut compter sur vous. Alors, voilà. Comptez sur moi, monsieur. Vous aurez des adversaires aussi, aussi coriaces. Vous savez, on essaiera, ils sortiront des Mais l'écologie humaine est un grand mouvement. L'écologie humaine est un grand mouvement qui se lève et il faut entendre les Français parce qu'ils sont venus nombreux. Allez, de rassembler autant de monde. L'écologie humaine. Allez, c'est terminé maintenant. Merci. Vive l'amour. Vous coupez les micros, n'est-ce pas? Vive l'amour. Il est 19h30, on s'arrête. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. J'aimerais vous y voir. Bonsoir. Une semaine politique et parlementaire passée au crible de l'image et du questionnement. La compétitivité, maintenant, c'est un problème. Le coût du travail qui n'était pas un problème, qui n'existait pas, est maintenant un problème. La crise écologique est de plus en plus vive. Eh bien, on a besoin de changer les choses et rapidement. Parlement hebdo, pour ne rien manquer, pour tout comprendre. C'est vendredi à 17h45. Qu'est-ce qui pousse certains grands céréaliers français à acheter des terres en Ukraine ou en Roumanie? Quelles conséquences pour ces pays et que fait l'Europe? J'ai très peur de l'accaparement des terres en Europe. Pour faire quoi?
Est-ce que c'est pour nourrir, avoir le souci de nourrir tout le monde? Je ne le pense pas. Main basse sur les terres, dimanche à 9 h sur Public Sénat.